Sur un banc gelé, elle a donné ses bottes chaudes à un inconnu sans savoir qu'il était milliardaire. Mon mari m'a remplacée par une femme plus jeune la veille de Noël. J'étais assise sur un banc, grelottant sous la neige. Quand j'ai vu un homme aux pieds nus viré au bleu, j'ai enlevé mes bottes d'hiver et je les lui ai données. 2 heures plus tard, 17 SUV noirs m'ont encerclé. L'homme en est sorti et a simplement dit quelque chose qui... Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Claudia et je pensais savoir ce qu'était un cœur brisé jusqu'au 24 décembre 2024. J'avais survécu à la mort de ma mère, au stress de l'école d'infirmière et à d'innombrables nuits blanches à m'occuper de patients qui ne rentraient pas toujours chez eux. Mais rien ne m'avait préparé au son de la voix de mon mari ce soir-là, froide et détachée, alors qu'il détruisait 28 ans de mariage avec quelques mots soigneusement choisis. Je ne peux plus continuer comme ça, Claudia. Tran se tenait dans notre cuisine, portant encore son manteau de laine gris, des flocons de neige fondant sur ses épaules. Il n'avait même pas pris la peine d'enlever ses chaussures. L'odeur de cannelle de la tarte aux pommes que j'avais passé l'après-midi à préparer emplissait l'air entre nous, un contraste cruel avec la glace dans sa voix. J'essuyais mes mains sur un torchon, le même rouge et vert que nous utilisions chaque Noël depuis notre 2e année de mariage. Continuez quoi, chérie? Tu viens de rentrer. Assieds-toi. Laisse-moi te faire un café. Il a secoué la tête et j'ai remarqué que ses cheveux bruns avaient plus de gris maintenant, que les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes. À 57 ans, Tran me paraissait toujours aussi beau. Toujours l'homme dont j'étais tombée amoureuse à 27 ans, quand je croyais à l'éternité. Je ne peux plus faire semblant, dit-il, posant ses clés sur le comptoir avec une précision délibérée. Je ne suis plus heureux depuis longtemps. Le torchon m'a glissé des doigts. Quelque chose dans son ton m'a serré la poitrine. Le même instinct qui m'avait si bien servi pendant 30 ans de carrière d'infirmière. La capacité de sentir quand quelque chose n'allait vraiment pas. De quoi parles-tu? Nous devions ouvrir les cadeaux demain matin. Tu te souviens? Tu as dit que tu m'avais acheté quelque chose de spécial cette année. Ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles. Plus aiguë que d'habitude. Désespérée. Tran m'a regardé alors. Vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait flageoler les jambes. De la pitié. Il me regardait avec pitié. De la même manière qu'on regarderait un chien errant qu'on n'aurait pas le cœur d'emmener au refuge. Il y a quelqu'un d'autre, Claudia. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je me suis agrippée au bord du comptoir, mes doigts s'enfonçant dans le granit froid que nous avions choisi ensemble il y a 3 ans en rénovant la cuisine. J'avais voulu du marbre, mais Tran avait dit que le granit était plus pratique. Pratique. Tout dans notre vie était devenu pratique. Quelqu'un d'autre, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Elle s'appelle Jessica. Elle a... Il a fait une pause, passant la main dans ses cheveux comme il le faisait quand il était nerveux. Elle a 28 ans. 28 ans. Le même âge que j'avais quand je l'ai épousée. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle. Je me suis affaissée sur l'un des tabourets de cuisine, mes jambes ne pouvant plus me soutenir. Depuis combien de temps, ai-je réussi à demander? 8 mois. 8 mois. Pendant que j'organisais notre dîner d'anniversaire, que je choisissais des cadeaux de Noël, que je m'allongeais dans le lit à côté de lui chaque nuit, confiante et inconsciente. Elle me fait me sentir jeune à nouveau, a poursuivi Tran. Et j'ai réalisé qu'il avait préparé ce discours. Ce n'étaient pas des mots spontanés arrachés à son cœur. Ils étaient calculés, répétés. Elle rit de mes blagues. Elle veut essayer de nouvelles choses, aller dans de nouveaux endroits. Avec toi, tout est si. Si quoi, ai-je chuchoté. Point prévisible, sûr, vieux. Vieux. Le mot s'est logé dans ma gorge comme une pierre. J'ai pensé à mon corps. 55 ans de vie gravés dans les rides autour de mes yeux, dans la douceur de mon ventre, dans le gris que j'avais commencé à couvrir avec de la teinture il y a 2 ans. J'ai pensé à Jessica, 28 ans et fraîche, avec une police, des yeux brillants et un avenir plein de possibilités. Je vois. Je me suis levée lentement, surprise de la fermeté de ma voix. Quand est-ce que tu pars?
Ce soir. J'ai déjà déménagé la plupart de mes affaires dans son appartement. Je suis juste revenu pour. Il a fait un geste vague vers la maison qui nous entourait, vers le sapin de Noël que nous avions décoré ensemble, vers les photos sur les murs qui racontaient près de 3 décennies de vie partagée. Pour te le dire. Quelle délicatesse d'avoir attendu la veille de Noël. Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je voulais attendre après les fêtes, mais elle a dit que ce n'était juste pour aucun de nous de continuer à faire semblant. Elle a dit. Cette femme de 28 ans prenait des décisions sur mon mariage, sur ma vie, et je ne savais même pas qu'elle existait. La maison est à nos deux noms, ai-je dit, surprise de mon propre pragmatisme à ce moment-là. Nous devrons en discuter. Garde-la, a interrompu Tran. Je ne veux pas me battre pour des choses, Claudia. Je veux juste être heureux. Heureux. Comme si le bonheur était quelque chose qu'il ne pouvait trouver qu'en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Comme si nos 28 ans ensemble n'avaient été que misère pour lui. Je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la neige tomber régulièrement sur notre quartier. Chaque maison était décorée de lumière, des lueurs jaunes et chaudes s'échappant des fenêtres où des familles étaient probablement réunies autour de tables de dîner, partageant des histoires et des rires. J'ai appuyé ma paume contre la vitre froide. M'as-tu jamais aimé, ai-je demandé sans me retourner. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Finalement, il a parlé, et sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Je t'ai aimé. Mais les gens changent, Claudia. J'ai changé. Je me suis retournée pour lui faire face une dernière fois. Il se tenait près de la porte, clé en main, prêt à sortir de notre vie pour toujours. Il semblait plus jeune, d'une certaine manière, comme si l'aveu lui avait enlevé un poids des épaules. J'espère qu'elle te rendra heureux, Tran. Vraiment. Il a cligné des yeux, clairement surpris par ma réponse. Peut-être s'attendait-il à des larmes, des cris, des supplications. Un mois plus tôt, il aurait peut-être eu tout ça. Mais là, debout dans notre cuisine, entouré des vestiges d'une vie que j'avais crue solide, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas le soulagement vif et doux d'une bonne nouvelle, mais le soulagement tranquille de comprendre enfin quelque chose qui m'avait longtemps dérouté. Va-t'en, Claudia, ai-je dit doucement. Va-t'en, c'est tout. Après son départ, je suis restée longtemps dans la cuisine, écoutant le silence. La maison semblait énorme autour de moi, chaque pièce résonnant de souvenirs qui n'auraient plus jamais la même saveur. J'ai traversé le salon, passant devant le sapin de Noël avec les cadeaux que j'avais si soigneusement emballés en dessous, devant la cheminée où nos photos de mariage souriaient à un mariage qui n'existait plus. J'ai attrapé mon manteau d'hiver dans le placard, enroulé mon écharpe en laine bleue autour de mon cou, celle que ma mère m'avait tricotée avant de mourir, et je suis sortie dans la nuit. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant le monde d'un blanc immaculé, effaçant tout ce qui avait précédé. Je n'avais nulle part où aller et personne à appeler. Nos amis avaient tous été des amis de couple et je ne pouvais supporter l'idée d'expliquer ce qui s'était passé. Ma sœur vivait en Californie et il était trop tard pour appeler. J'étais seule d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas même dans les jours qui ont suivi les funérailles de ma mère. Alors, j'ai marché. J'ai marché à travers notre quartier avec ses maisons parfaites et ses familles parfaites. Devant l'école primaire où j'avais fait du bénévolat pendant des années. Devant l'église où Tran et moi nous étions mariés par un beau matin de juin, quand nous pensions que l'amour suffisait pour durer éternellement. La neige a traversé mes bottes et mes pieds ont commencé à s'engourdir. Mais j'ai continué à marcher. J'avais besoin de bouger. Besoin de sentir autre chose que cette douleur sourde dans ma poitrine. Les rues étaient vides. Tout le monde était à la maison avec sa famille, en sécurité, au chaud et aimé. Finalement, je me suis retrouvée au Memorial Park, l'endroit où Tran et moi avions l'habitude de pique-niquer dans les premières années de notre mariage. Il y avait un banc près de l'étang, à moitié enfoui sous la neige. Je l'ai déblayé et je me suis assise. Le métal était si froid qu'il me brûlait à travers mon jean, mais je m'en fichais. Je suis restée assise là, sous la neige qui tombait, et je me suis enfin autorisée à ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. 28 ans de mariage, partis en fumée. L'avenir que j'avais planifié, effacé.
L'homme que j'avais aimé et en qui j'avais confiance menait une double vie, et j'avais été trop confiante ou trop stupide pour le voir. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Sous la douleur et le choc, j'ai senti autre chose s'agiter. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il m'a fallu un moment pour reconnaître ce que c'était. La liberté. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais personne pour qui préparer le dîner, pas d'emploi du temps à coordonner avec le mien, pas de besoin à considérer avant les miens. La pensée me terrifiait et m'exaltait à parts égales. La neige continuait de tomber, et j'ai resserré mon écharpe autour de mon cou. Quelque part au loin, les cloches d'une église sonnaient minuit. Le jour de Noël était arrivé, et je le passais seul sur un banc de parc. Mon mariage terminé, mon avenir incertain, et pourtant, malgré tout, je respirais encore. J'ai dû rester assise sur ce banc pendant plus d'une heure, à regarder la neige tomber et à m'apitoyer sur mon sort. Le froid avait traversé mon manteau, mon jean, jusqu'à mes os. Mes doigts étaient engourdis malgré mes gants, et je ne sentais plus mes orteils dans mes bottes. Mais je ne pouvais me résoudre à me lever, à affronter la maison vide qui ne me semblait plus être mon foyer. Le parc était complètement désert. Qui d'autre serait assez fou pour être dehors par ce temps le matin de Noël? Les lampadaires créaient de petites flaques de lumière jaune dans l'obscurité. Et au-delà, tout se fondait dans un silence blanc. Même les bruits habituels de la ville semblaient étouffés par la neige épaisse. Je commençais tout juste à penser que je devrais rentrer quand j'ai entendu quelque chose qui m'a fait lever la tête. Des bruits de pas, inégaux et traînants, venant de la direction du sentier principal. J'ai plissé les yeux à travers la neige qui tombait et j'ai vu une silhouette s'approcher, se déplaçant lentement et prudemment. En se rapprochant, j'ai pu voir que c'était un homme, probablement dans la soixantaine, portant ce qui ressemblait à plusieurs couches de vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient gris et en désordre, sa barbe hirsute, et il marchait avec la démarche prudente de quelqu'un qui n'était pas tout à fait stable sur ses pieds. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était ses pieds. Il était pieds nus. Par ce temps, avec la neige recouvrant tout et la température bien en dessous de zéro, cet homme marchait dans le parc sans chaussures ni chaussettes. Ses pieds étaient si rouges qu'ils paraissaient presque violets dans la faible lumière, et il se déplaçait avec une douleur évidente. Mon instinct d'infirmière a pris le dessus immédiatement. Les gelures étaient un réel danger dans ces conditions. Cet homme pouvait perdre ses orteils ou pire s'il ne se réchauffait pas rapidement. Je me suis levée du banc, mes propres problèmes semblant soudain insignifiants. « Monsieur, ça va ?» Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé avec surprise, comme s'il n'avait pas remarqué ma présence. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant, même dans la faible lumière, et il contenait une intelligence qui semblait en contradiction avec son apparence débraillée. « J'essaie juste de trouver un endroit chaud, dit-il, sa voix rauque, probablement à cause du froid. Les refuges sont tous pleins la veille de Noël. L'esprit des fêtes a ses limites, vous savez. » J'ai de nouveau regardé ses pieds, grimaçant à leur vue. Ses orteils étaient maintenant blancs, ce qui était encore plus alarmant que le rouge. « Vos pieds. Vous avez besoin de soins médicaux. On dirait des gelures. » Il a jeté un coup d'œil à ses pieds avec une sorte d'intérêt détaché. « Oui, j'ai perdu mes chaussures il y a quelques jours. Quelqu'un les a prises pendant que je dormais. C'est drôle avec les sans-abri, on apprend que les gens volent n'importe quoi, même à quelqu'un qui n'a rien. » Mon cœur s'est serré. J'étais là à m'apitoyer sur mon sort parce que mon mari m'avait quitté pour une femme plus jeune. Et cet homme était littéralement en train de mourir de froid dans la rue. J'ai regardé mes propres pieds, chauds et secs dans mes robustes bottes en cuir marron. C'étaient de bonnes bottes, imperméables et isolées, achetées le mois dernier quand Trans était plein que mes anciennes avaient l'air usées. Sans réfléchir, je me suis rassise sur le banc et j'ai commencé à défaire mes lacets. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé l'homme en se rapprochant. « J'enlève mes bottes » ai-je dit, retirant la première. L'air froid a immédiatement frappé mon pied couvert de chaussettes, mais je l'ai ignoré et j'ai commencé à enlever la seconde. « Madame, vous ne pouvez pas me donner vos chaussures. Vous allez geler. » Je l'ai regardé, les deux bottes maintenant dans mes mains. « Vous allez mourir si vous continuez à marcher pieds nus par ce temps. Moi, ça ira. J'ai des chaussettes épaisses et je n'ai pas loin à aller. »
C'était un mensonge. J'avais au moins 20 minutes de marche pour rentrer chez moi. Mais en regardant les pieds de cet homme, je savais que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je partais. Il m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais voir qu'il luttait entre fierté et désespoir. Je ne peux pas prendre vos bottes. Ce n'est pas juste. Je m'appelle Claudia, ai-je dit en me levant et en lui tendant les bottes. Et c'est le matin de Noël. Laissez-moi faire une bonne action aujourd'hui, d'accord ? S'il vous plaît. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre, car il a lentement tendu la main et a pris les bottes. Ses mains tremblaient. De froid ou d'émotion, je ne saurais le dire. Je suis Marcus, dit-il doucement. Et je. Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Je l'ai regardé s'asseoir sur le banc et enfiler mes bottes. Elles étaient un peu grandes pour lui, mais elles feraient l'affaire. Le soulagement sur son visage quand ses pieds ont été couverts et au chaud valait chaque pas que j'allais devoir faire dans la neige. Vous êtes sûr de ça ? A-t-il demandé en se levant et en testant l'ajustement. Je veux dire, vraiment sûr ? Parce qu'une fois que vous serez parti, je ne pense pas que vous reverrez ces bottes. J'ai souri. Et c'était étrange, car je n'avais pas souri depuis des heures. J'en suis sûre. Ma mère me disait toujours que quand on aide quelqu'un, il ne faut rien attendre en retour. Sinon, ce n'est pas de l'aide. C'est un investissement. Marcus m'a regardé avec ses yeux bleus perçants, et j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Peut-être la première personne à me voir vraiment depuis des années. Votre mère semble être une femme sage. Elle l'était. Elle est morte il y a 5 ans, mais j'entends encore sa voix parfois, me disant de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je me suis enlacée, en partie pour me réchauffer et en partie parce que parler de ma mère me rendait toujours vulnérable. Que faites-vous dehors un matin de Noël ? A demandé Marcus. Si je peux me permettre. La plupart des gens sont à la maison avec leur famille. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Mon mari m'a quitté ce soir. Enfin, hier soir maintenant, je suppose. Pour quelqu'un de plus jeune. Je n'avais pas vraiment d'autre endroit où aller. L'expression de Marcus s'est adoucie. Je suis désolée. C'est dur, surtout à Noël. Ça pourrait être pire, ai-je dit en le regardant. Je pourrais être sans abri et pieds nus dans une tempête de neige. Il a souri à ça. Un vrai sourire qui a transformé tout son visage. Vous marquez un point. Bien qu'un cœur brisé soit aussi une forme de froid, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête, surprise de la justesse avec laquelle il avait décrit ce que je ressentais. Ça l'est. Nous sommes restés là un moment dans un silence confortable, 2 personnes brisées qui s'étaient trouvées dans la neige. Puis Marcus a fouillé dans l'une de ses nombreuses poches et en a sorti quelque chose de petit et de métallique. Je veux que vous ayez ça, dit-il en me tendant ce qui ressemblait à une simple pièce d'argent. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai à vous donner. J'ai pris la pièce, sentant son poids dans ma paume. Elle était chaude, comme si elle était restée longtemps dans sa poche. Il y avait une inscription dessus, mais il faisait trop sombre pour la lire. Merci, ai-je dit en refermant mes doigts dessus. Mais vous n'avez vraiment rien à me donner. Si, je le dois, dit Marcus fermement. Vous m'avez donné quelque chose de précieux alors que vous n'y étiez pas obligé. Je dois vous donner quelque chose en retour, même si c'est petit. J'ai glissé la pièce dans la poche de mon manteau, touché par son insistance à rendre l'appareil. Où irez-vous maintenant ? Il y a un restaurant ouvert toute la nuit à environ 6 pâtés de maison d'ici. Si j'arrive jusque-là, je pourrai probablement y rester jusqu'au matin. Peut-être prendre un café. Il a de nouveau regardé les bottes. Grâce à vous, j'ai une chance d'y arriver. Soyez prudent, ai-je dit, le pensant sincèrement. Et Marcus, j'espère que les choses s'amélioreront pour vous. Elles se sont déjà améliorées, dit-il. Et Claudia, j'espère que vous réaliserez que vous valez plus que n'importe quel homme qui vous quitterait pour quelqu'un de plus jeune. Parfois, les gens qui nous blessent nous rendent le plus grand service de notre vie sans le vouloir. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et s'est éloigné, ses pas sûrs et stables maintenant dans mes bottes. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le tourbillon de neige, puis je me suis retrouvée à nouveau seule. Le retour à la maison a été brutal.
La neige a immédiatement traversé mes chaussettes, et au bout de 2 pâtés de maison, je ne sentais plus du tout mes pieds. Mais d'une certaine manière, je me sentais plus chaude à l'intérieur que je ne l'avais été de toute la soirée. Pour la première fois depuis le départ de Tran, j'avais fait quelque chose qui comptait, quelque chose de bon, de pur et de juste. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Marcus avait dit, que parfois les gens qui nous blessent nous rendent le plus grand service sans le vouloir. Peut-être avait-il raison. Peut-être que le départ de Tran n'était pas la fin de ma vie, mais le début de quelque chose de nouveau. Quand je suis enfin rentrée chez moi, j'ai fait couler un bain chaud et j'ai trempé mes pieds gelés jusqu'à ce que je retrouve la sensation. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise dans ma cuisine, portant encore mes vêtements mouillés, traitant encore tout ce qui s'était passé. La pièce que Marcus m'avait donnée était posée sur le comptoir à côté de ma tasse de thé. À la lumière, je pouvais maintenant voir clairement l'inscription. Elle disait, « La gentillesse est le seul investissement qui ne déçoit jamais. » Je l'ai prise et l'ai retournée entre mes doigts, m'interrogeant sur cet homme étrange qui parlait comme un philosophe et portait des pièces inspirantes dans sa poche. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à son apparence, sa façon de parler, l'intelligence dans ses yeux, même sa posture quand il ne luttait pas contre la douleur du froid. Mais j'ai secoué la tête. Peu importait qui il était ou d'où il venait. Ce qui comptait, c'est que j'avais aidé quelqu'un dans le besoin. Et en retour, il m'avait rappelé que j'avais encore de la valeur, même si mon mari ne pouvait pas la voir. J'ai fini mon thé et je suis finalement allée me coucher, pensant encore à des yeux bleus et des pièces d'argent, et au réconfort étrange que j'avais trouvé en donnant mes bottes à un inconnu. Pour la première fois depuis des heures, je me suis endormie facilement, et j'ai rêvé de pieds chauds et de mots gentils, et de la possibilité que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je n'avais aucune idée qu'en moins de 48 heures, toute ma vie allait changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre neigeuse du matin de Noël, et je commençais à penser que j'avais rêvé de tout ça. La pièce d'argent reposait sur ma table de chevet, seule preuve que Marcus avait été réel. J'avais passé la majeure partie du lendemain de Noël en pyjama, alternant entre les pleurs sur mon mariage raté et la tentative de comprendre quoi faire du reste de ma vie. La maison semblait différente maintenant que Tran était parti. Pas seulement vide, abandonnée. Chaque pièce contenait des souvenirs qui semblaient maintenant des mensonges, et je me suis surprise à éviter les endroits où nous avions été les plus heureux, la cuisine où nous cuisinions ensemble, le salon où nous regardions des films, notre chambre, dans laquelle je ne pouvais me résoudre à entrer. Je m'étais fait un nid sur le canapé du salon, m'entourant de couvertures, de mouchoirs et de la télécommande. La télévision de l'après-midi était devenue ma compagne. Un bruit de fond insignifiant pour combler le silence qui menaçait de m'engloutir. Il était un peu plus de 14 heures quand j'ai entendu le son qui allait tout changer. Au début, j'ai cru que c'était le tonnerre, mais le grondement était trop constant, trop mécanique. J'ai coupé le son de la télé et j'ai écouté plus attentivement. Des moteurs de voiture. Plusieurs moteurs de voiture. J'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et je me suis traînée jusqu'à la fenêtre du salon, m'attendant à voir peut-être un camion de livraison ou le chasse-neige faire un autre passage dans le quartier. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui m'a fait croire que j'hallucinais. 17 SUV noirs s'arrêtaient devant ma maison en formation parfaite, comme dans un film. Ils bordaient les 2 côtés de la rue, leurs vitres si teintées que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Les véhicules étaient identiques, d'apparence coûteuse, impeccables malgré les routes boueuses, avec des plaques d'immatriculation que je ne pouvais pas tout à fait distinguer de cette distance. Ma première pensée fut qu'il y avait eu une sorte d'erreur. Peut-être cherchait-il quelqu'un d'autre dans le quartier. Peut-être était-ce une sorte d'opération gouvernementale qui n'avait rien à voir avec moi. Puis les portes ont commencé à s'ouvrir. Des hommes en costume noir sont sortis de chaque véhicule, se déplaçant avec une précision militaire. Ils n'étaient pas menaçants. Ils gardaient leur distance avec ma maison, se positionnant le long de la rue comme une garde d'honneur. Mais leur présence était indubitablement intentionnelle. Mon cœur battait la chamade alors que je m'éloignais de la fenêtre. Cela ne pouvait pas me concerner. J'étais une infirmière à la retraite de 55 ans dont le plus grand crime était de traverser en dehors des passages piétons. Je ne connaissais personne d'assez important pour mériter ce genre d'attention. La sonnette a retenti et j'ai failli sursauter.
Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé dehors avec précaution. Un seul homme se tenait sur mon porche, portant le même type de costume noir que les autres, mais réussissant à paraître moins intimidant. Il me tournait le dos, mais quelque chose dans sa posture m'était familier. Quand il s'est retourné, j'ai eu le souffle coupé. C'était Marcus, mais pas le sans-abri que j'avais rencontré dans le parc. Ce Marcus était rasé de près, ses cheveux gris soigneusement coiffés, portant ce qui était de toute évidence un costume coûteux. Il semblait sortir d'une salle de conseil plutôt que de la rue. Les mains tremblantes, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et je l'ai ouverte juste assez pour regarder dehors. Marcus. Il a souri, le même sourire chaleureux dont je me souvenais du matin de Noël. Bonjour, Claudia. Puis-je entrer? Je crois que nous devons parler. Je l'ai fixé, mon esprit luttant pour traiter ce que je voyais. Je ne comprends pas. Vous étiez. Vous avez dit que vous étiez sans abri. Je testais quelque chose, dit-il doucement. Je testais s'il y avait encore de la gentillesse authentique dans le monde. S'il y avait encore des gens qui aideraient un étranger sans rien attendre en retour. Il a fait un geste vers la rue pleine de SUV. Vous avez réussi ce test d'une manière que je n'aurais jamais attendue. J'ai ouvert la porte plus grand, serrant toujours ma couverture autour de moi comme une armure. Qui êtes-vous vraiment? Mon nom est Marcus Wellington, dit-il en entrant alors que je lui faisais signe d'entrée. Je possède Wellington Industries. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons des intérêts dans la technologie, l'immobilier, les énergies renouvelables et les fondations caritatives. Wellington Industries. Même moi, je connaissais ce nom. Il possédait la moitié des gratte-ciel de la ville et avait des parts dans tout, du développement de logiciels aux parcs éoliens. L'homme qui se tenait dans mon salon n'était pas seulement riche. C'était l'une des personnes les plus riches du pays. Vous êtes milliardaire, ai-je dit faiblement, m'affaissant sur mon canapé. 3,5 milliards d'euros selon les dernières estimations, dit-il avec un léger sourire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je l'ai fixé, essayant de concilier cet homme d'affaires élégant avec l'homme aux pieds nus que j'avais rencontré dans le parc. Je vous ai donné mes bottes à 20 euros. Le cadeau le plus précieux que quelqu'un m'ait fait depuis des années, a dit Marcus. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Claudia, puis-je vous dire pourquoi j'étais vraiment dans ce parc? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il y a 6 mois, ma femme est décédée. D'un cancer. Nous étions mariés depuis 32 ans et elle était tout pour moi. Les funérailles ont été un cirque. Des centaines de personnes qui la connaissaient à peine, toutes offrant leurs condoléances tout en calculant comment sa mort pourrait affecter leur relation d'affaires avec moi. Sa voix est devenue plus calme, plus douloureuse. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, j'ai réalisé que je ne savais plus qui étaient mes vrais amis. Tout le monde voulait quelque chose de moi, de l'argent, des relations, des faveurs. J'ai commencé à me demander si quelqu'un aiderait Marcus Wellington s'il n'était pas Marcus Wellington. Je commençais à comprendre. Alors, vous avez décidé de le découvrir. Je fais ça depuis des mois, a-t-il confirmé, en me déguisant, en allant dans différents quartiers de la ville, en voyant comment les gens traitent quelqu'un qu'ils pensent n'avoir rien à leur offrir. La plupart des gens passaient devant moi comme si j'étais invisible. Certains étaient activement cruels. Quelques-uns m'ont donné de la monnaie ou m'ont indiqué un refuge, ce qui était gentil, mais... Il a fait une pause. Vous avez été la première personne à me donner quelque chose dont vous aviez réellement besoin, quelque chose qui vous causerait un réel inconfort de perdre. Ce n'était que des bottes, ai-je protesté faiblement. Non, ce n'était pas que ça. Vous étiez assise sur ce banc sous la neige, gérant clairement votre propre crise, et vous avez vu quelqu'un en plus mauvaise posture que vous, et vous avez immédiatement agi pour l'aider. Vous n'avez pas posé de questions, ne m'avez pas fait la morale sur la façon dont j'en étais arrivé là, ne m'avez pas fait prouver que je méritais de l'aide. Vous avez juste vu un besoin et vous l'avez comblé. J'ai senti des larmes monter dans mes yeux. Je ne pouvais pas vous laisser mourir de froid. La plupart des gens auraient pu. La plupart des gens l'ont fait. Toutes les fois où j'ai essayé cette expérience auparavant. Marcus a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti mes bottes en cuir marron.
Je les ai fait nettoyer et imperméabiliser. J'espérais que vous me laisseriez vous les rendre. J'ai pris les bottes, passant mes doigts sur le cuir familier. Elles semblaient en meilleur état que lorsque je les avais achetées. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Mais Claudia, je ne suis pas venue ici juste pour vous rendre vos bottes. Je suis venue pour vous offrir quelque chose. Je l'ai regardée, confuse. Que pourriez-vous m'offrir? Je veux dire, merci pour la pensée, mais je n'ai pas besoin de charité. Marcus a souri. Je n'offre pas la charité. J'offre un emploi. Un emploi? J'ai ri, mais sans gaieté. Je suis une infirmière à la retraite. Que pourrais-je bien faire pour quelqu'un comme vous? La Fondation Wellington est mon bras philanthropique. Nous donnons environ 185 millions d'euros par an à diverses causes, refuges pour sans-abri, recherche médicale, programmes éducatifs, secours en cas de catastrophe. En ce moment, cette fondation est dirigée par des gens avec des diplômes en commerce et une expertise financière. Mais sans réelle compréhension de ce que signifie avoir besoin d'aide. Il s'est adossé à son fauteuil, étudiant mon visage. Ce que j'ai appris sur vous en ces quelques minutes dans le parc m'en a dit plus sur votre caractère que la plupart des gens ne révèlent en des années de connaissances. Vous avez quelque chose qui ne peut être enseigné ni acheté. Une compassion authentique associée au courage d'agir en conséquence. Je l'ai fixé, essayant de traiter ce qu'il disait. Vous voulez que je travaille pour votre fondation? Je veux que vous m'aidiez à la reconstruire. En faire plus qu'une simple déduction fiscale. En faire quelque chose qui change réellement des vies. Sa voix est devenue plus passionnée en parlant. J'y pense depuis le matin de Noël. Et si nous avions quelqu'un à la tête de nos dons caritatifs qui comprenait ce que c'est que d'avoir vraiment besoin d'aide? Quelqu'un qui a passé sa carrière à prendre soin des gens, pas à gérer des portefeuilles. Mon esprit était en ébullition. Je n'ai aucune expérience en philanthropie. Je ne saurais pas par où commencer. Vous apprendriez. Et vous ne le feriez pas seul. Je travaillerai à vos côtés. Ce projet est devenu personnel pour moi. Marcus a fait une pause. Le salaire serait de 110 000 euros par an, plus tous les avantages sociaux et une allocation de logement si vous souhaitiez vous rapprocher de nos bureaux principaux. 110 000 euros. Plus que ce que j'avais jamais gagné en tant qu'infirmière. Plus que ce que Tran gagnait dans la vente. Assez pour construire une nouvelle vie. Pour être complètement indépendante. Pourquoi moi, ai-je demandé doucement. Vous pourriez avoir n'importe qui. Des gens avec des diplômes de grandes écoles, des gens avec de l'expérience dans ce domaine. Parce que ces gens verraient l'aide aux autres comme leur travail. Pour vous, c'est qui vous êtes. Marcus s'est levé, lissant sa veste de costume. Je n'attends pas de réponse aujourd'hui. C'est une grande décision, et vous avez traversé beaucoup de choses récemment. Prenez le temps d'y réfléchir. Il a de nouveau fouillé dans sa poche et en a sorti une carte de visite. Mon numéro personnel est dessus. Appelez-moi quand vous serez prête à parler, que ce soit oui ou non. J'ai pris la carte, mes doigts tremblant légèrement. Le papier était épais, coûteux, avec des lettres en relief qui éplaient Marcus Wellington, PDG, Wellington Industries. J'ai une question, ai-je dit alors qu'il se dirigeait vers la porte. N'importe laquelle. Cette pièce que vous m'avez donnée, celle avec l'inscription sur la gentillesse qui est un investissement qui ne déçoit jamais. L'avez-vous fait faire spécialement pour votre test? Marcus s'est arrêté, la main sur la poignée de porte. Quand il s'est retourné vers moi, ses yeux brillaient de larmes non versées. C'était la pièce de ma femme. Elle la portait partout. Elle disait que ça lui rappelait pourquoi nous étions sur cette terre. Je la porte depuis sa mort, et je ne l'ai jamais donnée à personne d'autre. Il a souri doucement. Elle vous aurait aimé, Claudia. Elle aurait dit que vous étiez exactement le genre de personne dont le monde a besoin. Après son départ, je suis restée assise dans mon salon pendant un long moment, tenant la carte de visite et fixant la rue vide où 17 SUV noirs étaient garés quelques minutes auparavant. Tout semblait surréaliste, comme si je m'étais endormie en regardant la télé et que je faisais le rêve le plus vif de ma vie. Mais les bottes à côté de moi étaient réelles, tout comme la carte dans ma main. J'ai pensé à l'offre de Marcus,
à la possibilité de tout recommencer. Pendant 28 ans, je m'étais définie comme la femme de Tran. Avant cela, j'avais été infirmière, m'occupant des autres, mais toujours dans une structure créée par quelqu'un d'autre. Maintenant, on m'offrait la chance de construire quelque chose de nouveau, de significatif, de prendre tout ce que j'avais appris sur le soin des gens et de l'utiliser à une échelle que je n'avais jamais imaginée. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai vu le nom de Tran. Mon premier instinct a été de l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Claudia. Sa voix semblait tendue. J'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux passer? J'ai regardé autour de moi dans mon salon, les couvertures et les mouchoirs qui marquaient mes jours de lamentation, la carte de visite qui représentait un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. En fait, Tran, ai-je dit, surprise du calme de ma voix, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas encore prête à te parler. Mais Claudia, j'ai réfléchi. Moi aussi, j'ai réfléchi, ai-je interrompu. Et en ce moment, je dois me concentrer sur ce qui vient ensuite pour moi. Seule. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis la veille de Noël, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être le début de l'espoir. La carte de visite est restée sur ma table de cuisine pendant 3 jours. D'un blanc immaculé sur la surface en bois usé, comme un portail vers une vie que je ne pouvais pas tout à fait croire qu'on m'offrait. Je l'avais prise des dizaines de fois, passant mes doigts sur les lettres en relief, mémorisant sans le vouloir le numéro de téléphone de Marcus Wellington. 110 000 € par an. Le chiffre résonnait dans ma tête. C'était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner. Assez pour voyager, pour acheter une nouvelle maison, pour ne plus jamais avoir à me soucier de savoir si je pouvais me permettre de remplacer ma vieille voiture. Mais plus que l'argent, c'était la possibilité d'avoir un but qui me tenait éveillée la nuit. J'avais été infirmière pendant 30 ans, et j'avais adoré ça. Mais j'avais toujours travaillé dans des systèmes créés par d'autres, suivant des protocoles écrits par des comités que je n'avais jamais rencontrés. Marcus m'offrait la chance de construire quelque chose à partir de zéro, d'utiliser tout ce que j'avais appris sur la nature humaine, la souffrance et la guérison d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Mais le doute s'insinuait chaque fois que je commençais à m'enthousiasmer pour cette opportunité. Que savais-je de la gestion d'une fondation? Et si j'échouais? Et si Marcus réalisait qu'il avait fait une erreur et que je me ridiculisais? Et si tout cela était trop beau pour être vrai? Je me débattais avec ces pensées quand la sonnette a retenti le jeudi après-midi. J'attendais une livraison de courses, alors j'ai ouvert la porte sans regarder par le Judas d'abord. Tran se tenait sur mon porche, tenant un bouquet de roses rouges et arborant l'expression contrite dont je me souvenais des premières années de notre mariage, quand il avait oublié un anniversaire ou manqué un dîner important. « Salut, Claudia. Tu as l'air. » Il a fait une pause, examinant mon apparence. Je portais un vieux jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Mes cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Tu as l'air fatigué. J'ai connu des jours meilleurs, ai-je dit, ne bougeant pas pour le laisser entrer. Qu'est-ce que tu fais ici, Tran? Je voulais parler. Expliquer. Il a tendu les roses. J'ai apporté ça pour toi. Tes préférés. J'ai fixé les roses, notant que c'était en fait les roses qui étaient mes préférés, pas les rouges. Tran n'avait jamais été doué pour ce genre de détails, même après 28 ans de mariage. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. S'il te plaît, Claudia, juste 5 minutes. Il y a des choses que tu dois savoir sur Jessica, sur pourquoi je... Pourquoi tu... Pourquoi tu quoi, ai-je interrompu. Pourquoi tu as eu une liaison pendant 8 mois? Pourquoi tu as attendu la veille de Noël pour me le dire? Pourquoi tu as jeté près de 3 décennies de mariage pour quelqu'un de la moitié de ton âge? Ma voix montait, nous surprenant tous les deux par sa force. Je n'ai pas besoin d'explications, Tran. J'ai besoin que tu partes. Mais il n'écoutait pas. Il regardait par-dessus mon épaule dans la maison, ses yeux s'écarquillant en voyant les changements que j'avais faits ces derniers jours. J'avais réarrangé le salon, déplaçant son fauteuil préféré dans le garage et le remplaçant par un petit bureau où j'avais fait des recherches sur la fondation Wellington.
Des livres sur la gestion des organisations à but non lucratif et la stratégie philanthropique étaient éparpillés sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demanda-t-il en s'approchant de la porte. Ça ne te regarde pas, ai-je dit. Mais je pouvais voir son instinct de vendeur se manifester, comme toujours quand il sentait une opportunité ou une menace. Tu retournes à l'école, Claudia? Tu as 55 ans. Ne penses-tu pas que tu es un peu vieille pour tout recommencer? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Un peu vieille pour tout recommencer. Tout comme Marcus l'avait dit dans le parc. Parfois, les gens qui nous blessent nous rendent le plus grand service sans le vouloir. Entendre le dédain désinvolte de Tran pour mon potentiel a cristallisé quelque chose en moi. Je pense, dis-je lentement, que 55 ans est exactement le bon âge pour arrêter de laisser les autres me dire de quoi je suis capable. L'expression de Tran a changé, devenant plus sérieuse. Écoute, je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais Jessica et moi, ça ne marche pas comme je le pensais. J'ai cligné des yeux, traitant ce qu'il venait de dire. Tu es en train de me dire que tu veux revenir? Je dis que j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Il a passé la main dans ses cheveux. Le geste que j'avais autrefois trouvé attachant me semblait maintenant simplement lasse. Jessica n'est pas ce que je pensais. Elle est exigeante, dépensière. Elle s'attend à ce que je paie pour tout. Et quand je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre le style de vie qu'elle voulait, elle a commencé à voir quelqu'un d'autre en secret. Je l'ai fixée, ressentant un mélange d'incrédulité et de pitié. Alors, tu es ici parce que ta petite amie de 28 ans t'a largué pour quelqu'un avec plus d'argent? Je suis ici parce que j'ai réalisé ce que j'avais avec toi. Ce que j'ai abandonné. Il s'est approché, baissant la voix. Nous avions quelque chose de vrai, Claudia. Quelque chose de stable. J'ai été un idiot de penser que l'herbe était plus verte ailleurs. Quelque chose de stable, ai-je répété platement. C'est comme ça que tu appelles 28 ans de mariage? Quelque chose de stable? Tu sais ce que je veux dire. Nous étions bien ensemble. Nous nous comprenions. Nous pourrions l'être à nouveau. J'ai regardé cet homme que j'avais tant aimé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que je le voyais clairement pour la première fois depuis des années. Il n'offrait pas l'amour, la passion ou une chance de retrouver ce que nous avions perdu. Il offrait la stabilité, la commodité, l'arrangement confortable dans lequel nous nous étions installés quand nous avions cessé d'être des amants pour devenir des colocataires. Dis-moi quelque chose, Tran, ai-je dit. Pendant toutes les années où nous avons été mariés, as-tu déjà dit à quelqu'un que j'étais remarquable? T'es-tu déjà vanté de mes réalisations ou as-tu dit à tes amis à quel point tu étais fier de moi? Il semblait confus par la question. Bien sûr que j'étais fier de toi. Tu étais une bonne infirmière, une bonne épouse. Une bonne épouse, ai-je interrompu. Pas une femme incroyable ou une personne formidable. Une bonne épouse. Comme si j'étais un appareil électroménager qui fonctionnait correctement. Ce n'est pas juste, Claudia. Tu déformes mes propos. Vraiment? J'ai pensé à Marcus, à la façon dont il m'avait regardé quand je lui avais offert mes bottes, comme s'il voyait quelque chose d'extraordinaire dans un moment ordinaire. Quand est-ce que tu m'as vu pour la dernière fois comme autre chose que ta femme? Quand es-tu intéressé pour la dernière fois à ce que je pensais, à mes rêves, à ce que je voulais pour moi-même? Tran a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. On m'a offert un emploi, ai-je dit, me surprenant moi-même en le disant à voix haute. Un emploi très important avec beaucoup de responsabilités et un salaire presque 2 fois supérieur au tien. Ses yeux se sont plissés. Quel genre d'emploi? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que quelqu'un pense que je suis capable de plus que d'être simplement une bonne épouse. Claudia, sois réaliste. Qui va embaucher une infirmière de 55 ans pour un poste de direction bien rémunéré? C'est probablement une arnaque. Le voilà de nouveau. Le dédain désinvolte, la supposition que je ne pouvais pas valoir plus que ce qu'il m'avait estimé. Mais cette fois, au lieu de me faire sentir petite, cela m'a fait sentir puissante. Tu sais quoi, Tran? Tu as raison. Je ne suis pas réaliste.
Je ne suis pas réaliste de penser que quelqu'un qui a passé 8 mois à me mentir pourrait soudainement développer la capacité de voir ma valeur. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Merci pour la clarification. Claudia, attends. Non. Nous avons terminé. Nous avons terminé depuis la veille de Noël, mais j'étais trop blessée pour le voir clairement. Tu m'as rendu service en partant, et je ne vais pas le gâcher en te reprenant. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, l'écoutant m'appeler encore quelques fois avant de finalement abandonner et de s'éloigner. Par la fenêtre, je l'ai regardé monter dans sa voiture et partir, se dirigeant probablement vers le logement temporaire qu'il avait arrangé après que Jessica l'ait mis dehors. Pour la première fois depuis la veille de Noël, je lui étais sincèrement reconnaissante. Sa cruauté désinvolte, sa supposition que je devrais être reconnaissante de sa volonté de se contenter de moi à nouveau, m'avait montré exactement pourquoi je devais sauter le pas que Marcus m'offrait. J'ai pris la carte de visite et j'ai composé le numéro avant de perdre mon courage. Bureau de Marcus Wellington, a répondu une voix professionnelle. Ici Claudia est. J'aimerais parler à Monsieur Wellington, s'il vous plaît. Un instant. La musique d'attente a duré peut-être 10 secondes avant que la voix familière de Marcus ne se fasse entendre. Claudia. J'espérais que vous appelleriez. J'ai réfléchi à votre offre, ai-je dit en faisant les 100 pas dans ma cuisine. Et j'ai quelques questions. Posez-les-moi. D'abord, êtes-vous sûr de ça? Parce que j'ai passé les 3 derniers jours à faire des recherches sur la gestion des organisations à but non lucratif, et je commence à réaliser à quel point j'ignore beaucoup de choses. Marcus a ri. Je suis plus sûr maintenant que lorsque j'ai fait l'offre. Quoi d'autre? Si j'accepte ce poste et que je suis nul, me renverrez-vous? Si vous acceptez ce poste et que vous êtes nul, je vous fournirai toute la formation et le soutien dont vous avez besoin pour réussir. Mais Claudia, je ne pense pas que vous compreniez encore ce que vous m'avez montré cette nuit-là dans le parc. Que voulez-vous dire? La plupart des gens avec votre parcours seraient passés à côté de moi. La plupart des gens avec des diplômes supérieurs en gestion d'OSBL seraient passés à côté de moi. Mais vous avez vu un besoin et vous l'avez comblé immédiatement et complètement, sans calculer le coût pour vous-même. Ce n'est pas une compétence qu'on peut enseigner. C'est du caractère. J'ai senti des larmes monter, mais pour la première fois depuis des jours, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Quand serez-vous prête à en donner une? J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, la maison qui avait été tout mon monde pendant si longtemps, la vie que j'avais construite et qui avait été si facilement démantelée par les choix de quelqu'un d'autre. Puis j'ai pensé à la femme de Marcus portant cette pièce d'argent et croyant que la gentillesse était un investissement qui ne décevait jamais. Je suis prête maintenant, ai-je dit. Oui. Je veux le faire. Vous en êtes sûr? J'ai souri, sentant une sorte d'excitation bouillonner en moi pour la première fois depuis des années. J'en suis sûre. Quand est-ce que je commence? Que diriez-vous de lundi? Je demanderai à mon assistante de vous envoyer tous les détails, mais prévoyez de passer la première semaine à vous orienter, à découvrir nos programmes actuels, à rencontrer le personnel, à comprendre comment tout fonctionne. D'accord, Marcus. Oui. Merci d'avoir vu en moi quelque chose que je ne savais même pas que j'avais. Merci à vous, dit-il doucement, de m'avoir rappelé qu'il y a encore des gens dans le monde dignes de confiance. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine pendant un long moment, regardant les roses que Tran avait laissées sur le pas de ma porte. Elles se fanaient déjà dans le froid, leurs pétales brunissant sur les bords. Mais par ma fenêtre, je pouvais voir les premiers signes du printemps dans les arbres, de minuscules bourgeons qui allaient bientôt éclore en une nouvelle vie. J'avais un choix à faire concernant ces roses. Je pouvais les rentrer, essayer de les raviver, prétendre qu'elles étaient encore belles. Ou je pouvais les laisser où elles étaient et me concentrer sur ce qui allait suivre. Je les ai laissées sur le porche et je suis rentrée pour commencer à planifier ma nouvelle vie. Le lundi matin est arrivé, gris et pluvieux, mais je me sentais plus énergique que je ne l'avais été depuis des mois. Je me tenais devant mon placard, regardant des vêtements qui semblaient soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Les chemisiers conservateurs et les ensembles de cardigans que j'avais portés aux fonctions de l'église et au dîner avec les collègues de Tran ressemblaient à des costumes d'une pièce que je ne voulais plus jouer.
À la place, j'ai choisi une robe bleu marine que j'avais achetée il y a des années mais que je n'avais jamais portée parce que Tran disait qu'elle était trop audacieuse pour une femme de mon âge. En me regardant dans le miroir, j'ai réalisé qu'elle n'était pas du tout trop audacieuse. Elle était exactement ce qu'il fallait pour la femme que je devenais. La fondation Wellington occupait les 3 derniers étages d'une tour étincelante du centre-ville, tout en verre et en acier, avec des vues qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Alors que l'ascenseur m'emmenait au 32e étage, j'ai senti mon estomac se nouer de nervosité et d'excitation à parts égales. Madame est... Une jeune femme aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux s'est approchée dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis Sarah Chen, l'assistante de Monsieur Wellington. Il vous attend dans la salle de conférence. Je l'ai suivi dans des couloirs bordés de photographies de projets financés par la Fondation. Un hôpital pour enfants au Guatemala, un programme de bourse pour les étudiants des quartiers défavorisés, un système de purification de l'eau en Afrique rurale. Chaque image racontait une histoire de vie changée, d'espoir restauré, d'avenir rendu possible. Marcus se tenait près d'un mur de fenêtre quand je suis entrée dans la salle de conférence, les mains jointes derrière le dos, contemplant la ville en contrebas. Il s'est retourné en m'entendant entrer et son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. Claudia. Vous êtes magnifique. Prête pour votre premier jour ? Aussi prête qu'on peut l'être quand on n'est pas tout à fait sûr de ce dans quoi on s'engage, ai-je admis. Il a ri. L'honnêteté. J'aime ça. Venez, laissez-moi vous montrer avec quoi nous travaillons. Les 4 heures suivantes ont été un tourbillon d'informations. Marcus m'a présenté au personnel de la Fondation, 12 personnes dévouées qui géraient tout, des demandes de subventions au suivi des programmes en passant par la surveillance financière. Ils étaient polis mais clairement sceptiques quant à cette infirmière d'âge mûr qui avait décroché un poste de direction sans aucune expérience pertinente. Notre approche actuelle est très réactive, a expliqué Janet Morrison, la directrice par intérim qui dirigeait les choses depuis le départ du directeur précédent 6 mois plus tôt. Nous recevons des demandes, nous les examinons selon nos critères, et nous approuvons ou refusons le financement. C'est efficace, mais... Point impersonnel, ai-je terminé, pensant à toutes les fois où j'avais eu affaire à des compagnies d'assurance et à des administrateurs d'hôpitaux qui traitaient les patients comme des numéros de dossier plutôt que comme des êtres humains. Janet a hoché la tête, l'air surprise. Exactement. Nous avons rarement un contact direct avec les personnes que nous sommes censés aider. Marcus s'est penché en avant sur sa chaise. C'est l'une des choses que j'aimerais changer. Je veux que nous soyons plus impliqués, plus connectés à l'impact réel de notre travail. Pendant le déjeuner, Marcus et moi nous sommes assis seuls dans son bureau pendant qu'il m'expliquait plus en détail sa vision. Ma femme disait que la charité sans relation n'est que de la gestion de la culpabilité. Des riches qui signent des chèques pour se sentir mieux dans leur peau sans vraiment comprendre ou s'attaquer aux causes profondes de la souffrance. Elle semble avoir été une femme remarquable, ai-je dit, me souvenant de la pièce d'argent qui reposait maintenant sur ma commode à la maison. Elle l'était. Elle a grandi dans la pauvreté, a payé ses études, est devenue assistante sociale. Elle ne m'a jamais laissé oublier que le privilège s'accompagne de responsabilités, mais aussi que la responsabilité sans compassion n'est que de la bureaucratie. J'ai pensé à mes propres expériences avec la bureaucratie pendant ma carrière d'infirmière. Les fois où j'avais vu des patients souffrir parce que quelqu'un dans un bureau quelque part avait décidé que leurs besoins ne correspondaient pas à la bonne catégorie. Et si nous commencions à visiter les organisations que nous finançons ? Pas seulement les grands et établis, mais les petits groupes locaux qui font du bon travail mais n'ont pas les ressources pour rédiger des demandes de subventions impressionnantes. Les yeux de Marcus se sont illuminés. Dites-moi plus. Eh bien, j'ai vu comment le système fonctionne dans les hôpitaux. Les programmes qui obtiennent des financements sont ceux qui ont le meilleur marketing, pas nécessairement ceux qui font le plus de bien. Et si nous allions chercher les gens qui font une différence, mais qui n'ont pas les relations ou les présentations sophistiquées ? Recherche sur le terrain, songe à Marcus. Observation directe. J'adore. Nous avons passé le reste de l'après-midi à esquisser des idées pour une approche plus pratique de la philanthropie. À 17 heures, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. La semaine s'est poursuivie de la même manière.
Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'apprentissage, de nouvelles façons de penser à la manière dont la richesse pouvait être utilisée pour créer un changement significatif. Le personnel de la fondation, d'abord méfiant, a commencé à s'ouvrir à moi en voyant que j'étais sincèrement intéressée par leur expertise et prête à admettre ce que je ne savais pas. C'est le vendredi après-midi que mon ancienne vie est revenue frapper à la porte. J'étais dans mon bureau temporaire, examinant des demandes de subvention pour du matériel médical, quand Sarah a frappé au cadre de ma porte. « Madame est, il y a un homme qui veut vous voir. Il dit qu'il est votre mari. » Mon estomac s'est noué. « Merci, Sarah. Dites-lui s'il vous plaît que j'arrive tout de suite. » Tran attendait dans la zone de réception, mal à l'aise et déplacé parmi le mobilier moderne de la fondation. Il s'était habillé pour l'occasion, portant son plus beau costume et la cravate que je lui avais acheté pour son dernier anniversaire, mais il parvenait toujours à avoir l'air miteux comparé à l'élégance discrète qui l'entourait. « Bonjour, Tran, ai-je dit, gardant ma voix neutre. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je devais voir où tu travailles, dit-il, ses yeux balayant l'espace avec un étonnement à peine dissimulé. « Claudia, cet endroit est incroyable. Comment as-tu même obtenu un emploi ici ? » « On m'a offert le poste, ai-je dit simplement. »« Que veux-tu » Il a baissé la voix, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que nous n'étions pas entendus. « Je veux parler de nous. De notre avenir. »« Nous n'avons pas d'avenir, Tran. » Je pensais avoir été clair. « Tu ne réfléchis pas correctement, dit-il. » Et j'ai entendu le ton condescendant familier que j'avais appris à tolérer au fil des ans. Tu prends des décisions basées sur la colère et les sentiments blessés au lieu de la logique. Vraiment ? J'ai croisé les bras. Quelle est la chose logique à faire, à ton avis ? Rentrer à la maison. Nous pouvons surmonter ça. Le mariage, c'est le pardon. C'est donner une seconde chance aux gens. Il a fait un geste vers la zone de réception. Ce travail, tout ça, ce n'est pas réel, Claudia. Tu joues à la grande dame dans le monde de quelqu'un d'autre. Avant que je puisse répondre, Marcus est apparu de la direction des ascenseurs. Il a rapidement évalué la scène, ma posture tendue, l'attitude agressive de Tran, le silence inconfortable qui s'était installé dans la réception. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, sa voix polie mais portant une nuance d'autorité qui a fait reculer Tran. « Marcus Wellington, ai-je dit, reconnaissante de l'interruption, je vous présente mon ex-mari, Tran est. Tran, voici Monsieur Wellington, le PDG de Wellington Industries et le fondateur de cette fondation. » J'ai regardé le visage de Tran changer alors que le nom s'enregistrait. Ses yeux se sont écarquillés, puis plissés comme s'il essayait de résoudre une énigme qui n'avait pas de sens. « Monsieur Wellington, dit Tran, tendant la main avec l'enthousiasme forcé d'un vendeur. C'est un honneur de vous rencontrer. Je dois dire que je suis impressionné par ce que vous avez construit ici. » Marcus lui a serré brièvement la main, puis s'est approché de moi. Claudia a été un ajout inestimable à notre équipe cette semaine. Nous sommes très chanceux d'avoir quelqu'un avec sa sagesse et sa compassion pour diriger notre nouvelle initiative de sensibilisation communautaire. Sensibilisation communautaire, répéta Tran, son ton donnant l'impression que c'était quelque chose de déplaisant. C'est intéressant. Claudia a toujours eu un faible pour les causes perdues. Les mots flottaient dans l'air comme un défi. J'ai senti mon visage rougir de honte et de colère. Mais avant que je puisse répondre, Marcus a parlé. J'ai constaté que les gens qui qualifient la compassion de faiblesse sont généralement ceux qui n'ont jamais eu le courage de la pratiquer eux-mêmes, dit-il calmement. Si vous voulez bien nous excuser, Claudia et moi avons une réunion. Il a posé une main douce sur mon coude, me guidant vers les ascenseurs. En attendant que les portes s'ouvrent, je sentais les yeux de Tran me transpercer le dos. « Claudia !» a crié Tran, sa voix portant une note de désespoir que je n'avais jamais entendue auparavant. « Ça ne durera pas. Ces gens ne te connaissent pas vraiment comme moi. Quand ils découvriront qui tu es vraiment, tu reviendras en rampant. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Marcus et moi sommes entrés. Alors qu'elles se fermaient, coupant le visage en colère de Tran, j'ai réalisé que je tremblais. « Ça va ?» a demandé doucement Marcus. « Je crois. Je suis désolé pour ça. Il n'avait aucun droit de venir ici. Ne vous excusez pas.
Mais puis-je vous demander quelque chose? J'ai hoché la tête. Est-ce vraiment comme ça qu'il vous voit? Comme quelqu'un qui perd son temps avec des causes perdues? J'ai pensé à toutes les années où j'avais minimisé mon travail bénévole. La façon dont j'avais appris à faire passer ma carrière d'infirmière pour un passe-temps plutôt qu'une vocation. Les innombrables fois où je m'étais excusée de trop me soucier de gens que Tran considérait comme sans importance. Il a toujours dit que j'étais trop émotive, trop investie dans les problèmes des autres. Il pensait que ça me rendait naïve. Marcus est resté silencieux un moment alors que l'ascenseur montait vers son bureau. Quand il a parlé, sa voix était pensive. Ma femme me disait qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Ceux qui voient la souffrance et se détournent, et ceux qui voient la souffrance et s'en approchent. Elle disait, le premier groupe dirige le monde, mais le second le sauve. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et alors que nous nous dirigions vers son bureau, Marcus a poursuivi. Ce que votre ex-mari appelle de la naïveté, j'appelle ça du courage. Ce qu'il voit comme de la faiblesse, je le vois comme de la force. Il a tort à votre sujet, Claudia. Et plus important encore, il a tort sur ce qui compte dans ce monde. Ce soir-là, j'ai traversé les lumières de la ville en voiture, pensant à la semaine que je venais de terminer. 5 jours plus tôt, j'étais une femme délaissée sans avenir clair. Ce soir, j'étais la directrice de la sensibilisation communautaire pour l'une des plus grandes fondations caritatives du pays, avec un salaire qui me permettrait de construire la vie que je voulais. Mais plus que ça, je travaillais avec quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi, qui voyait ma compassion comme un atout plutôt qu'une faiblesse. En arrivant dans mon allée, j'ai remarqué que les roses que Tran avait laissées sur mon porche étaient complètement mortes maintenant, leurs pétales dispersés par le vent. Mais dans mon jardin, les jonquilles que j'avais plantées l'automne dernier commençaient à percer le sol. Des pousses vertes et vives tendues vers le soleil printanier. J'ai ramassé les roses mortes et les ai jetées à la poubelle. Puis je suis rentrée pour appeler ma sœur en Californie et lui parler de ma nouvelle vie. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de bonnes nouvelles à partager. 6 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de la salle de bain de mon nouvel appartement, ajustant le collier en argent qui était devenu ma pièce maîtresse, celui que Marcus m'avait offert après notre premier grand succès avec la fondation. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine de ce matin de Noël enneigé où mon monde s'était effondré. Mes cheveux étaient plus courts maintenant, coupés dans un style qui mettait en valeur mon visage au lieu de le cacher. J'avais appris à porter un maquillage qui sublimait plutôt qu'il ne dissimulait. Et mes vêtements reflétaient la confiance plutôt que le désir d'être invisible. Mais le plus grand changement n'était pas physique. Il était dans mes yeux. Il contenait une lumière qui n'y était pas depuis des années. Aujourd'hui marquait le lancement du projet le plus ambitieux de notre fondation, le centre communautaire Seconde Chance dans le quartier où j'avais rencontré Marcus pour la première fois. Il était en quelque sorte approprié que nous retournions à l'endroit où nos deux vies avaient changé pour toujours. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'apprentissage, de croissance et de découverte de capacités que je ne me connaissais pas. Notre nouvelle approche de la philanthropie, sortir du bureau et aller dans les communautés que nous servions, avait révolutionné le fonctionnement de la Fondation Wellington. Au lieu d'attendre que les demandes de subventions nous parviennent, nous recherchions activement des organisations locales qui faisaient la différence mais manquaient de ressources. J'avais voyagé dans des écoles de quartiers défavorisés où les enseignants achetaient des fournitures avec leur propre argent, visité des refuges pour sans-abri gérés par des bénévoles qui avaient eux-mêmes été sans-abri, et rencontré des leaders communautaires qui luttaient contre les déserts alimentaires avec des jardins urbains et des marchés de quartier. Chaque visite m'avait appris quelque chose de nouveau sur la résilience, sur le pouvoir des gens à se relever lorsqu'on leur apporte un peu de soutien. L'impact de la Fondation a augmenté de 300% depuis que nous avons mis en œuvre votre modèle, la communauté d'abord, m'avait dit Marcus la semaine dernière en me montrant les derniers rapports. Mais plus important encore, nous voyons réellement des vies changer, un changement réel et mesurable. L'inauguration d'aujourd'hui était l'aboutissement de tout ce que nous avions appris. Le centre communautaire Seconde Chance fournirait une formation professionnelle, une garderie, des conseils en toxicomanie et des programmes éducatifs, le tout sous un même toit. Mais plus que ça, ce serait un endroit où les gens pourraient trouver dignité et espoir, quelles que soient leurs circonstances.
En me rendant à l'événement, j'ai pensé à quel point ce trajet était différent de ce terrible voyage de la veille de Noël 6 mois plus tôt. J'avais alors fui un cœur brisé sans destination en tête. Maintenant, je me dirigeais vers quelque chose que j'avais aidé à créer, quelque chose qui me survivrait et rendrait le monde un peu meilleur. Le centre bourdonnait d'activités quand je suis arrivé. Les équipes de télévision locales installaient leur équipement. Les membres de la communauté visitaient les installations et les enfants utilisaient déjà les nouveaux jeux que nous avions installés dans la cour. J'ai trouvé Marcus près de l'entrée principale, parlant avec la directrice du centre, une femme nommée Rosa, qui était née dans ce quartier et avait payé ses études avant de revenir pour aider les autres à faire de même. Quand il m'a vu approcher, son visage s'est illuminé de ce sourire chaleureux que j'avais appris à chérir. « La voilà, dit-il en tendant la main pour me serrer la mienne. La femme qui a rendu tout cela possible. Nous avons rendu cela possible, ai-je corrigé. Mais j'ai ressenti une bouffée de fierté à ces mots. Rosa m'a serré fort dans ses bras. Madame, je ne saurais jamais assez vous remercier. Quand vous êtes venu visiter notre petit programme il y a 6 mois, nous fonctionnions dans le sous-sol de quelqu'un avec un budget de $500 par mois. Maintenant, regardez cet endroit. J'ai regardé autour de moi l'espace lumineux et accueillant, la salle informatique où les gens pouvaient acquérir de nouvelles compétences, la garderie où les parents qui travaillaient pouvaient laisser leurs enfants en toute sécurité, les salles de réunion où des groupes de soutien se réuniraient. C'était tout ce dont nous avions rêvé, et plus encore. Vous changiez déjà des vies, Rosa. Nous vous avons juste donné un plus grand espace pour le faire. La cérémonie d'inauguration était simple mais émouvante. Marcus a prononcé un discours sur l'importance d'investir dans les communautés plutôt que dans les programmes. Rosa a parlé du pouvoir transformateur de voir des gens croire en vous. Et je me suis retrouvée à parler de seconde chance, de la façon dont parfois la pire chose qui vous arrive peut devenir la porte d'entrée vers la meilleure. Il y a 6 mois, ai-je dit à la foule rassemblée, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que j'étais trop vieille, trop ordinaire, trop installée dans mes habitudes pour recommencer. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes censé être. Pendant que je parlais, j'ai aperçu une silhouette familière au fond de la foule. Tran se tenait près du parking, partiellement caché derrière un camion de presse. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai vu dans son expression quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect. Et peut-être, juste peut-être, une pointe de regret. Après la cérémonie, alors que les gens se mêlaient et que les enfants jouaient, je me suis retrouvée dans le jardin de la cour, admirant les légumes et les fleurs que les bénévoles de la communauté avaient plantés. L'espace me rappelait le jardin de ma mère, où elle m'avait appris que cultiver de petites choses pouvait donner de grands résultats. C'est beau, n'est-ce pas? Marcus est apparu à côté de moi, tenant 2 tasses de café du nouveau café du centre. C'est parfait, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. Votre femme aurait adoré cet endroit. Marcus a hoché la tête, son expression devenant pensive. Elle vous aurait adoré. La façon dont vous avez transformé cette fondation, la façon dont vous voyez des possibilités là où les autres voient des problèmes. Il a fait une pause, semblant rassembler son courage. Claudia, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je l'ai regardé, notant l'énergie nerveuse qui semblait si différente de son calme habituel. Ces 6 derniers mois à travailler à vos côtés ont été les plus heureux que j'ai connus depuis la mort d'Elisabeth. Vous m'avez aidé à me souvenir qu'il y a encore de la beauté dans le monde, encore des raisons d'espérer. Il a posé son café et s'est tourné pour me faire face complètement. Je sais que nous travaillons ensemble et je sais que vous vous remettez encore de votre divorce, mais je dois vous demander. Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Pas en tant que collègue, mais comme. Plus. Mon cœur a raté un battement. Au fil des mois, j'avais remarqué la façon dont Marcus me regardait, la façon dont nos mains s'attardaient quand elles se touchaient, la façon dont nos conversations étaient devenues plus personnelles et intimes. Mais je m'étais dit que j'imaginais des choses, qu'un homme comme lui ne pourrait jamais s'intéresser à quelqu'un comme moi. Marcus, ai-je commencé, mais il a levé la main. Avant que vous ne répondiez, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette nuit-là dans le parc, quand vous m'avez donné vos bottes, vous avez sauvé plus que mes pieds des gelures. Vous avez sauvé ma foi en l'humanité.
Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens dans le monde qui se soucient plus de faire le bien que de bien faire. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti mes vieilles bottes marron, celles qu'il avait fait nettoyer et me les avait rendues des mois auparavant. Je les ai gardées dans ma voiture depuis que vous me les avez rendues. Elles me rappellent le moment où j'ai rencontré la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. J'ai fixé les bottes, me souvenant de cette nuit enneigée où j'avais eu l'impression que ma vie se terminait. Comment aurais-je pu savoir qu'en donnant quelque chose de si simple, j'ouvrais la porte à tout ce que je n'avais jamais osé rêver? Oui, ai-je dit doucement. Oui. Oui, je dînerai avec vous. Oui, j'aimerais voir où cela nous mène. J'ai souri, me sentant audacieuse, nerveuse et pleine d'espoir tout à la fois. Mais Marcus. N'importe quoi. Je garde les bottes cette fois. Elles font partie de mon histoire maintenant, de celle que je suis devenue. Il a ri, m'attirant dans une douce étreinte qui ressemblait à un retour à la maison. Je n'en voudrais pas autrement. Alors que l'après-midi s'estompait dans le soir et que les derniers visiteurs partaient, Marcus et moi nous sommes retrouvés seuls dans le jardin, entourés par la promesse des choses qui poussent. Au loin, les lumières de la ville commençaient à scintiller. Mais ici, dans cette petite oasis, tout semblait paisible et plein de possibilités. Je peux te dire quelque chose, ai-je dit, m'appuyant contre l'épaule de Marcus alors que nous étions assis sur un banc surplombant les potagers. Bien sûr. Il y a 6 mois, quand Tran m'a quitté, je pensais qu'on me jetait comme quelque chose qui avait fait son temps. Mais je réalise maintenant qu'on ne me jetait pas. On me libérait. Marcus a serré ma main. Libre de devenir celle que tu as toujours été censée être. Libre de trouver quelqu'un qui me voit comme tu me vois. Quelqu'un qui valorise la gentillesse plutôt que la commodité, la compassion plutôt que le confort. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Quelque part dans le bâtiment derrière nous, Rosa éteignait les lumières et fermait les portes, sécurisant cet endroit que nous avions construit ensemble. Ce témoignage du pouvoir des secondes chances. Ma mère disait que les jardins nous enseignent l'espoir, ai-je dit finalement. On plante des graines sans savoir si elles pousseront. On s'en occupe à travers les tempêtes et les sécheresses. Et parfois, si on est patient et fidèle, on les voit fleurir. Marcus s'est tourné pour me regarder, ses yeux doux dans le crépuscule. Est-ce que c'est ça? Ce que nous construisons ensemble? J'ai pensé à la fondation que nous avions transformée. Aux vies que nous avions touchées. À l'amour qui grandissait entre nous comme quelque chose de tendre et de fort. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. En retournant à nos voitures, Marcus portant mes vieilles bottes comme une cargaison précieuse, j'ai réalisé que Tran s'était trompé sur tant de choses. Il avait dit que cette nouvelle vie ne durerait pas, que je reviendrais en rampant quand les gens découvriraient qui j'étais vraiment. Mais ils avaient découvert qui j'étais vraiment, et il s'est avéré que c'était quelqu'un dans qui il valait la peine d'investir, quelqu'un en qui il valait la peine de croire, quelqu'un digne d'être aimé. Pas la femme qui essayait de se faire petite pour s'adapter à la vie de quelqu'un d'autre, mais la femme qui avait eu le courage de donner ses bottes à un inconnu par une nuit de neige. Cette femme, il s'est avéré, était exactement celle que j'étais censée être depuis le début. 3 ans plus tard, je me tiendrai dans ce même jardin lors de la réception de mon mariage, entouré de la communauté que nous avions aidé à nourrir et de l'amour que nous avions fait grandir ensemble. Marcus plaisanterait dans son discours en disant qu'il m'avait demandé en mariage 2 fois. Une fois en tant que sans-abri demandant de l'aide, et une fois en tant que lui-même demandant mon cœur. Les 2 fois, dirait-il, je lui avais donné exactement ce dont il avait besoin. Mais cette nuit-là, en rentrant vers la vie que je m'étais construite, je savais la vérité. En lui donnant ce dont il avait besoin, j'avais enfin trouvé ce dont j'avais besoin, moi aussi. Pas quelqu'un pour me compléter, mais quelqu'un avec qui grandir. Pas quelqu'un pour prendre soin de moi, mais quelqu'un qui chérissait la façon dont je prenais soin des autres. La pièce d'argent de la femme de Marcus était toujours sur ma commode, son inscription un rappel quotidien, la gentillesse est le seul investissement qui ne déçoit jamais. En y repensant, je pouvais voir que chaque acte de gentillesse, des bottes que j'avais données à un inconnu à la fondation que nous avions construite ensemble, m'était revenu, multiplié, transformé en quelque chose de plus beau que je n'aurais pu l'imaginer. Parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre. Parfois,
Le pire jour de votre vie est le premier jour de votre vraie vie. Parfois, si vous êtes très chanceux et très courageux, donner vos bottes à un inconnu dans la neige peut vous mener exactement là où vous devez être. Maintenant, je suis curieux de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.